donc une table ronde consacrée à la sexualité, à la vie en EHPAD, donc aux différents questionnements associés, avec donc Daniel Pined, psychiatre à la RSI de France, qui va animer cette table ronde. Merci si vous sortez de le faire discrètement. Une intervention sur le point de vue de l'éthique clinique par le docteur Nicolas Fourer, qui est responsable du centre d'éthique clinique à Cochin. Un témoignage du docteur Laurence Hugonneau et une intervention du centre ressources sur le sujet avec le docteur Walter Albardier. Voilà, merci à tous. On attend Daniel Pined. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir permis d'être présents cet après-midi et de pouvoir aborder ce sujet aussi qui me semble assez important et assez intéressant et indispensable, qui est toute la question finalement de la sexualité et de la vie sexuelle en EHPAD, notamment pour ces populations dont on discute aujourd'hui, qui sont donc les grands précaires ou les précaires, je ne sais pas comment dire, tous les niveaux de précarité que l'on va pouvoir accueillir. Moi, je ne vais pas faire de long discours, je vais très rapidement passer la parole parce que le temps est un peu contraint et le but, ça va être vraiment de pouvoir entendre nos spécialistes. Et on va commencer, voilà, avec Nicolas Fourer. Merci. Merci. Donc moi, je suis médecin, dermatologue à la base, vous voyez, j'ai fait un peu de gériatrie, mais je suis depuis 20 ans au centre d'éthique clinique et je vais essayer en 10 minutes de vous parler et de l'éthique clinique et des mémo-éthiques que nous mettons en place pour éventuellement vous aider à prendre des décisions au cas par cas et de la vie intime et sexuelle en EHPAD ou en USLD. L'idée, c'est que normalement, on est plutôt au centre d'éthique clinique disponible pour les patients, les familles ou les équipes dans des cas particuliers pour essayer justement de prendre une décision par rapport aux patients et pas par rapport à une pratique ou une discipline, et surtout en s'associant à des non-médecins. Donc on a beaucoup plus chez nous des philosophes, des juristes, des sociologues, des citoyens, et on fait les consultations avec tout ce monde-là et des staffs tous les jeudis soirs pour réfléchir à des cas particuliers. Et plutôt que de vous présenter toutes les slides que j'avais prévues parce que je n'aurai pas le temps, d'une part, je vous renvoie à un article qui a été publié récemment sur la question, et si vous n'y accédez pas, vous pouvez très bien nous le demander au centre d'éthique clinique. Et deuxièmement, vous raconter une histoire pour éventuellement mieux comprendre comment on a mis en place ce mémo-éthique dont j'ai laissé quelques exemplaires ici, mais vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet. Si vous tapez « Centre d'éthique clinique » sur Google, vous nous trouvez. Et donc, je vais plutôt prendre l'exemple de Sarah et d'Henri. Sarah et Henri sont dans un EHPAD. Sarah a 82 ans et elle est veuve. Elle a des enfants qui viennent régulièrement la voir. Elle est dans cet EHPAD depuis 2 ans. Et Henri a, lui, 78 ans et il est arrivé beaucoup plus récemment. Et il a une femme qui vient le voir régulièrement. Ils n'ont pas d'enfants. Et il se trouve que les deux ont des troubles cognitifs très importants du fait d'une maladie neurodégénérative. Et l'équipe est assez d'accord pour dire que Sarah, lorsqu'elle a vu arriver Henri, est tombée amoureuse au point qu'elle va effectivement le voir et le cherche partout dans la maison de retraite tous les jours. Et il s'interroge. Alors, c'est toujours très variable, hein, les EHPAD. Il y en a qui s'interrogent, il y en a qui ne s'interrogent pas. Il y en a qui partent du principe qu'il faut laisser faire ou qui partent du principe qu'il faut interdire. Bon, bref, eux, ils se disent, du coup, on ne sait pas trop, en fait, à quel point il faut les laisser se rencontrer, parce que d'une part, Henri a son épouse qui se sent bien qu'il y a quelque chose qui se trame dans son dos et qui n'est pas très heureuse de ce qui se passe à l'EHPAD pour son mari. Et deuxièmement, Henri a des troubles de la déglutition du fait de sa maladie neurodégénérative et fait qu'il a des fausses routes. Or, Sarah n'arrête pas de lui apporter à manger.
Et donc, en gros, plus elle l'aime, plus il risque de mourir, quoi. Et donc, c'est... Parce qu'en fait, on pourrait très bien se dire, vie intime et sexuelle, ça ne concerne que les gens eux-mêmes, et on n'a rien à dire là-dessus, et on n'a rien à voir là-dedans. Or, on voit bien que, en fait, on ne peut pas faire sans. D'une part, ces personnes sont très dépendantes de leur entourage et des soignants avec lesquels ils vivent en EHPAD. Et deuxièmement, pour le coup, Henri, là, il y a une question médicale qui se pose, à se dire, est-ce qu'on lui laisse prendre effectivement ses risques d'un point de vue alimentaire pour éventuellement profiter d'une relation avec Sarah, ou au contraire, est-ce qu'il faut le protéger au nom d'arguments médicaux et de sa situation médicale. Alors, je passe tout ça, vous voyez, comme ça nous fait gagner du temps. Et donc, en fait, comme les EHPAD, où tout le monde ne va pas avoir le réflexe d'appeler une consultation d'éthique clinique pour être aidé à la décision, et puis on n'en a pas forcément le temps. Or, ces questions se posant très régulièrement à droite à gauche, on s'est dit, peut-être qu'on va essayer non pas de faire des recommandations, mais plutôt d'essayer de faire une liste de toutes les questions auxquelles les équipes pourraient penser, pour que dans chaque cas, après s'être posé toutes ces questions, ils se disent, en fait, dans ce cas-là, on va peut-être plutôt laisser faire, dans ce cas-là, on va peut-être plutôt essayer de protéger l'un ou l'autre, etc. Et on donne sur la première page des recommandations un peu pour savoir comment on utilise ce mémo. La deuxième page donne quelques guides un peu généraux et rappelle que effectivement la vie intime et sexuelle c'est quelque chose d'intime et qu'il faut être très précautionneux dans la façon dont on va discuter de ce genre de choses. Et il faut notamment décider de qui est concerné vraiment par cette discussion. On n'est pas obligé que toute l'équipe de l'EHPAD en entier et que toutes les équipes de jour de nuit soient au courant. Ça dépend. Peut-être il faut et peut-être il ne faut pas. Mais en tout cas d'avoir une certaine précaution avant de pouvoir discuter de ce genre de situation. Et puis ensuite on essaye de décliner les questions autour de 3 axes qui sont un peu les axes auxquels on réfléchit en éthique clinique, qui respectent en fait les principes d'éthique biomédicale, le respect de l'autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et de justice. Alors pour être un peu moins jargonneux, parce qu'on avait fait ce petit travail avec un groupe de travail dont Cécile, ici présente, et des aides-soignantes d'EHPAD, les aides-soignantes nous disant mais la première version, elles ne comprenaient pas en fait ce qu'on voulait dire. Donc c'était intéressant de travailler à plusieurs pour que justement ce soit le plus lisible possible par le plus de monde possible. Et en gros, les 3 étapes, c'est de se dire qu'est-ce qu'on sait de ces personnes, à quel point on les connaît vraiment. Et par exemple, si je reprends l'exemple de Sarah et d'Henri, une des questions qui se pose très souvent est de savoir à quel point l'un et l'autre consentent. Est-ce que le consentement est égal d'un côté ou de l'autre, avec des équipes qui s'inquiètent par exemple que les femmes soient un peu l'objet sexuel des hommes dans ces circonstances. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est pas de se dire que est-ce qu'ils sont totalement consentants ou totalement conscients de la chose, mais est-ce que la différence entre les deux fait que ça va impacter sur la décision, c'est-à-dire est-ce qu'on va plus faire poser la responsabilité des choses sur celui qui a plus de capacité ou qui a l'air de plus comprendre les choses par rapport à l'autre ou non. Donc ça, c'est toujours un peu difficile de savoir sur qui ça va retomber au final. L'autre chose, c'est que quand on parle là dans le mémo de la vie d'avant, Henri, par exemple, sa femme, ils ont déjà divorcé il y a 20 ans parce qu'il avait une maîtresse. Et que, en fait, ça a toujours été un sujet dans leur couple. Ils ont divorcé à cause de ça, puis ils se sont remariés. Et donc, forcément, si vous touchez à quelque chose autour de la vie intime et sexuelle dans cette circonstance, ce passé va jouer sur la façon dont la femme réagit et sur la façon dont on peut interpréter le comportement d'Henri. Donc, je vous donne quelques exemples, c'est beaucoup plus détaillé, avec toutes les questions, enfin tout ce à quoi il faut s'intéresser concernant la vie des personnes dont on parle, en essayant de se dire, si j'apprends des choses qui sont trop personnelles et que ça ne va pas rentrer en ligne de compte sur la décision, on peut aussi le garder pour soi. Mais en tout cas, l'idée de faire le point de départ, c'est de se dire de qui il s'agit et pourquoi on va s'inquiéter de savoir ce qu'il faut faire ou non, au nom du respect de l'autonomie, au nom de ce que ces personnes sont et ont été. En termes de bienfaisance
en termes de bienfaisance, non-malfaisance, du coup, je vais prendre juste des exemples parce que j'ai plus que 2 minutes. Et ben là, clairement, hein, cette belle histoire d'amour, en tout cas ce que certains des professionnels considèrent comme une belle histoire d'amour, à quel point elle est limitée par le fait que Henri va faire des fausses routes et risque d'être hospitalisé à cause de pneumopathie d'inhalation. Et puis enfin, la dernière chose pour le principe de justice, c'est qu'est-ce que, d'une part, l'EHPAD a mis en place pour que, en termes de réflexion sur la vie intime et sexuelle, est-ce qu'ils y ont réfléchi? Est-ce qu'il y a une charte? Est-ce que les proches sont informés de ce qui est décidé dans ce lieu? Et notamment, ce qui est intéressant avec l'épouse d'Henri, dans ce cas-là, il se demandait beaucoup à quel point il fallait lui dire, pas lui dire, ce qu'il fallait lui cacher, et comment lui cacher si on décidait de le cacher. Mais ce qui est intéressant aussi, c'était de se dire, en fait, si on laisse faire et que la dame, l'épouse d'Henri vient moins, Henri va en pâtir parce que cette femme, elle était extrêmement présente, elle continuait à le stimuler beaucoup et à l'accompagner dehors, à lui faire des promenades, etc. Donc ça retentissait aussi sur le bien-être d'Henri. Donc vous voyez que tout ça est très mélangé, comme toujours. Et l'idée, c'est qu'on essaye de départager en fait toutes ces questions pour essayer d'y voir clair et de se dire, si on prend une décision dans un sens, que ce soit dans un sens ou dans un autre, en fait, qu'on sache pourquoi et que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde. Et donc ce mémo, attention, il ne remplace pas le travail médical et soignant de base et toutes les explorations, notamment sur la compétence, etc. Ça nécessite une réflexion collective et l'idée, c'est de croiser les regards pour éviter que les subjectivités individuelles pèsent trop dans ces décisions-là. Et puis essayez-le, et puis vous nous faites un petit signe au centre pour nous dire comment ça fonctionne. Merci beaucoup et je confirme, il est très utile et très pertinent. On passe tout de suite, on continue sur l'intervention de Laurence Hugonodina pour nous présenter 2 cas cliniques. Pardon, mais parce que je suis un peu plus petite que... Donc maintenant que vous avez toutes les questions qu'il faut se poser, je voulais, moi, vous présenter 2 cas cliniques qui me posent problème et je voulais votre avis. Oui, donc c'est comme référente d'EHPAD que j'ai été confrontée à ça. Et bien sûr, on m'appelle toujours quand c'est le week-end, etc. Donc c'est là où j'ai eu ce genre de problème. En préalable, je voulais vous dire que j'étais complètement d'accord lorsque tous les deux sont d'accord et qu'il y a une sorte d'amour et d'affection qui se passe. Moi, ça me va très bien. Et je trouve ça très beau. Donc, ce n'est pas de ça dont je vais parler, d'accord? Vraiment. Ces 2 cas cliniques, c'est le cas d'abord. Le premier, c'est le viol de résidente avec une maladie neurodégénérative à un stade sévère par un homme de 60 ans, ancien SDF et alcoolique, qui sortait d'un service de long séjour psychiatrique parce que c'était au moment du Covid et ces services avaient fermé. Donc une maison de retraite a accepté quelque chose comme 50% des résidents qui avaient ce profil-là avec les autres résidents classiques. Donc, on peut se poser la question, parce que les soignants ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir pourquoi ce résident s'enfermait dans la chambre des dames. On disait non, il va les voir, c'est pas grave. Et quand même, moi j'ai insisté pour qu'ils aillent voir ce qui se passait. On a trouvé nu ce monsieur, et il y avait une dame qui n'avait plus sa protection et qui saignait et qui était très traumatisée. C'est surtout ça qui compte. Et les 2 dames précédentes qui étaient passées avec lui, c'est les jours d'avant, elles ont été violées aussi et très traumatisées. Et elles étaient sans famille. C'était un peu compliqué du fait. Elles n'étaient plus capables de décrire ce qui s'était passé parce qu'elles avaient une altération cognitive très importante. Et donc, on a commencé par demander des conseils à bien sûr des juristes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, ils nous ont conseillé de faire d'abord un examen gynéco avec des prélèvements. C'est ce qui a été fait chez la dernière dame qu'on avait. Et il y a eu une plainte déposée car les tests ont montré qu'il y avait du sperme et que ça avait été positif.
Et dans ce cas-là, la résidence, le directeur a porté plainte contre ce monsieur qui a été interné dans la prison de Fresnes, d'abord en section médicale et puis en prison. Et c'est resté assez longtemps. Personnellement, je trouve ça extrêmement honteux, peut-être. Je me suis sentie coupable qu'on arrive à faire ça et qu'on ne sache pas protéger les gens, les résidentes, mieux que ça. Vraiment, ça m'a posé un vrai problème. Donc ça, c'est le premier cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Le second cas, c'est une résidence anciennement à la rue, 61 ans, qui sortait tous les après-midi pour se prostituer dans la rue, loin. Alors dans la rue, pas loin de l'EHPAD, hein, devant l'EHPAD, mais quand même dans la rue, pour se payer des cigarettes, c'est ce qu'elle disait. Alors, ce n'est pas illégal, c'est pas dans la résidence, mais quel est votre avis? Donc, à mon sens, l'EHPAD, ça doit anticiper ces dérapages, mieux savoir ce qu'on peut tolérer, et ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on peut tolérer. Mettre les plus jeunes d'une différence d'âge de 30 ans plus jeunes à part, ça c'était une des solutions. Faire des sortes de sections pour les jeunes psy, enfin jeunes entre guillemets, parce qu'ils avaient autour de 50 ans, vous voyez, 50 ans, un peu plus, ou bien faire un contrôle plus étroit. Enfin voilà, l'important est d'accompagner chacun dans le respect de ses choix, mais aussi en anticipant ce sorte de dérapage, parce que quand même ces 3 dames, je les ai rencontrées, hein, elles ont été très traumatisées, vraiment. Et je pense que ça existe dans beaucoup d'EHPAD, donc ce n'est pas seulement cet EHPAD-là qui a eu ça. Voilà, c'est seulement ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et effectivement, oui, je confirme, ce sont des situations qui existent dans beaucoup d'autres EHPAD aussi, qu'on rencontre des situations de ce type-là. Oui. On va écouter maintenant Walter Albardier qui va peut-être donner avec son intervention des premières pistes de réponse, ou en tout cas des premiers leviers, des premières pistes à réfléchir sur ces situations-là avant qu'on puisse toutes les aborder ensemble et voir quels sont vos avis à vous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler surtout à partir de la structure dont je suis responsable, qui est le Centre Ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Alors, Île-de-France, et vous dire que voilà, ça fait exactement partie, ce que vient d'évoquer l'intervenante précédente, des problématiques pour lesquelles nous, on est interpellés, et de façon de plus en plus fréquente dans les EHPAD. On l'est aussi dans d'autres structures, je vous rassure. Et au fond, la question d'une personne qui agresse 3 autres personnes et qui viole 3 autres personnes, c'est hélas la réalité dans beaucoup d'institutions, à commencer par les institutions pour mineurs, je vous rassure. Je ne sais pas si c'est rassurant d'ailleurs. Non, c'est pas rassurant. Alors, je ne vous rassure pas. Et puis, c'est aussi le cas de toutes les structures sociales et de tous nos hôpitaux aussi. Il faut s'en rappeler, dans les structures hospitalières où il y a plein de gens aussi qui vivent ces choses-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le Centre Ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles, avec un très vilain acronyme qui est CRIAVS. Des CRIAVS, en fait, c'est des structures publiques. Il y en a 33 en France, 3 en région parisienne. Moi, je vais vous parler de celle dans laquelle je travaille, c'est-à-dire celle qui est située à Charenton, à côté au sein des hôpitaux de Saint-Maurice, et où j'ai comme secteur d'activité et d'intervention théoriquement le 75 et le 91, et je me suis rajouté gentiment le 94, parce que vu qu'on était dans le 94, il n'y avait pas de gêne à y aller. 2 autres CRIAVS existent en Île-de-France. Le premier, je n'arrive pas bien à voir où il est. Ah oui, voilà. Le premier, c'est le CRIAVS du pôle Ouest, qui est dirigé par le docteur Coutenceau et qui est à la Garenne-Colombe et qui doit s'occuper du 92 et 78. Et l'autre, donc, le troisième CRIAVS, celui dirigé par M. Pinette, qui est au bout là-bas de la table, et qui, c'est pas le CRIAVS qui est au bout de la table, hein, c'est juste M. Pinette. Le CRIAVS étant au sein de Villévrard et doit prendre en charge 95, 77 et 93, M. Pinette étant habitué au grand écart. Voilà, c'est très grand, 95, 77.
Donc ces structures, c'est des structures publiques qui ont été mises en place depuis 2006 par une circulaire de 2006 sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, avec comme mission d'améliorer la prévention, la compréhension, la prise en charge des violences sexuelles sur une base de réflexion éthique et pratique. Alors, je vais faire très vite, mais en gros, on crée en 98 une loi de soins pénalement ordonnés, en gros l'injonction de soins, et on se rend compte très rapidement que les gens de la justice et de la santé, en particulier la psychiatrie, ne se comprennent pas trop. Donc on décide de créer ces dispositifs pour essayer d'aider un petit peu à mieux communiquer. Et puis peu à peu, avec les années, vous n'êtes pas sans savoir que les violences sexuelles restent une priorité et une préoccupation sociale majeure. Et on est aujourd'hui interpellé, nous, par beaucoup d'institutions, alors que ce soit la justice, que ce soit la santé, mais aussi finalement le monde du sport, toutes les institutions qu'on peut penser, dont je vous ai cité tout à l'heure des exemples, les MEX, les structures de protection de l'enfance de plus en plus, 45% des viols sur mineurs, pour information, sont faits par d'autres mineurs, donc c'est quand même une priorité en ce moment nationale. Et puis des structures comme le sport, l'église, enfin tout un tas d'endroits. Le CRIAS, en tout cas le mien, est constitué de gens le mien, celui dont je suis responsable, de gens de fonctions différentes. Donc on a des psychologues, un préventeur, des juristes aussi, et un secrétaire documentaliste. On est évidemment, comme on en a parlé déjà tout à l'heure, la psychiatrie en grande difficulté de recrutement, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à être payés moins cher que leurs femmes de ménage et que c'est compliqué. Voilà. Même quand ils ont bac+12, mais c'est comme ça. Bref. Nos missions au CRIAV, c'est quoi ? C'est d'abord de la mise en réseau, de faire connaître les partenaires, les gens qui travaillent autour des personnes qui prennent en charge les auteurs de violences sexuelles. Et puis, c'est de la prévention, c'est de la recherche. Je vais un peu vite là-dessus, mais la prévention, c'est pour nous mettre en place des dispositifs de prévention primaire souvent, et puis éventuellement secondaire. On a par exemple développé un numéro de téléphone à la destination des personnes qui sont sexuellement attirées par les enfants et qui les gens nous appellent pour qu'on les prenne en charge, etc. On a une mission de recherche, de documentation, de ressources, de formation, je vais revenir un petit peu là-dessus juste après, et puis de soutien et de recours clinique. Et c'est dans ce cadre-là, le soutien et recours clinique, qu'on est souvent interpellé par différentes institutions, et dont on parlait tout à l'heure des EHPAD. Dans nos formations, en particulier dans le CRIAV dans lequel je travaille, nous avons même, à force d'être interpellés par les EHPAD, essayé de mettre en place, et puis par aussi des situations avec des personnes âgées, parce que toutes les personnes âgées ne sont pas en EHPAD, mais on a un nombre important de personnes âgées qui se rendent autrices de violences sexuelles, et donc on a mis en place d'ailleurs des formations qui sont gratuites. Voilà, j'ai oublié de le dire, service public, enfin gratuite, c'est payé par vos impôts, et je crois que ça ne va pas changer cette année, je n'ai pas tout compris encore, mais... et qui sont là, par exemple, nous on va faire 2 jours de formation en avril sur la question des personnes âgées autrices de violences sexuelles. Pour information, on est présent sur tous les réseaux sociaux, même TikTok. Oui, c'est comme ça. Et je vais très vite. On a 2 sites internet que vous pouvez aller voir. Un qui s'appelle violencesexuelles.info, sur lequel vous allez retrouver tout un tas d'outils, et un autre, consentement.info, qui est plus à destination des jeunes. Qu'est-ce que je vais vous dire par rapport aux interpellations qu'on peut avoir par les EHPAD ? D'abord, qu'on est face à souvent deux grands types de situations différentes. D'abord, parfois, des personnes qui viennent rejouer là. Alors parfois, c'est même pas, ils n'ont pas encore rejoué, qui ne sont pas rentrés, qu'on est très inquiets, qui rejouent là des actes qu'ils ont commis avant. Ce que je veux dire par là, les gens qui sont connus comme ayant commis des agressions sexuelles auparavant. Et donc, il y a toute une interpellation, une inquiétude des gens qui vont les accueillir. Par rapport à leur comportement. Parfois d'ailleurs, on nous interpelle parce qu'ils ont déjà commis ça dans le passé, comme on l'a dit tout à l'heure. Non, on ne l'a pas dit tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, des gens qui ont déjà commis ça dans le passé, et que ça va être la répétition d'actes très prévalents dans l'organisation psychique des personnes. Et ça nécessite effectivement des prises en charge très spécifiques. Pour beaucoup, on a affaire aussi à des, entre guillemets, primo-délinquants tardifs, et évidemment, il y a des choses à aller gratter là-dedans. Alors, avec des éléments qui sont souvent circonstanciels dans les déstabilisations des personnes, et qui viennent finalement expliquer un petit peu les choses, alors, leur passage à l'acte. Alors, expliquer, ça ne veut pas dire excuser, mais souvent, il y a des éléments dans l'environnement, dans l'entrée. Alors, on voit parfois des gens qui
n'ont jamais fait entendre parler d'eux, et puis qu'en rentrant en EHPAD, finalement, ils commencent à avoir des comportements inappropriés. Alors, tout simplement parfois parce que ça vient changer un équilibre et que la violence sexuelle, on en parle beaucoup dans la société, c'est rarement le fait de gens qui ont des perturbations sexuelles, c'est d'abord le fait d'une prise de pouvoir, d'une récupération de pouvoir sur l'autre, et parfois quand on perd un peu ses repères dans un environnement et dans sa vie, finalement c'est une façon, alors je ne dis pas que c'est la plus adaptée, mais c'est comme ça, pour certaines personnes de venir récupérer quelque chose d'eux-mêmes. Et donc parfois, on a des gens qui sont déstabilisés par une entrée en EHPAD, par aussi, je le dis comme ça pour des gens, parce que ça s'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que j'ai rencontrée, des gens qui sont à la rue par exemple et qui se retrouvent confrontés, un peu même intrusés par l'intimité des autres. Se penser qu'il y a quand même des gens qui passent 40 ou 50 ans de leur vie à s'isoler des autres, un peu consciemment, pas un peu consciemment, voilà, c'est ça. Et parce que le corps, parce que l'autre, de toute façon, est intrusif. Et là, il se retrouve très intrusé par la présence de l'autre, parfois par la présence de la dame ou du monsieur qui est un petit peu dégradé aussi et qui se balade tout nu dans le couloir. Ça peut être des choses qui peuvent être un peu perturbantes. On voit de ces choses comme ça. On voit des gens aussi qui rentrent oh putain, con. J'ai dit en prison. Pardon, excusez-moi. En EHPAD, par rapport à la perte de conjoint, par rapport à la perte de tout ça. Et ça, c'est aussi des éléments, entre guillemets, de déstabilisation. Des histoires de conflits familiaux, des histoires de vengeance aussi, l'exacerbation, on va dire comme ça, d'une tonalité un peu revancharde ou antisociale, c'est-à-dire je fais les choses, je me lâche complètement parce que de toute façon on m'a foutu là. C'est des choses qu'on peut entendre comme ça. Hein. J'ai vu. Et puis surtout, ce qu'on voit beaucoup, c'est des confusions très ponctuelles parfois. Alors parfois iatrogènes, parfois de déshydratation, toxiques, problématiques médicales. Une des premières causes de passage à l'acte chez les personnes âgées, c'est la confusion et c'est en particulier les médicaments. Toujours penser à diminuer les médicaments. Ça, c'est, je ne veux pas dire ça à des gériatres, vous connaissez bien sûr ça beaucoup mieux que moi. Autre élément, c'est la question du traumatisme. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent finalement avoir vécu, et comme on en a à l'extérieur, des gens qui tiennent des équilibres à peu près précaires après avoir vécu des traumatismes, rentrer en EHPAD, changer d'environnement, quand on vieillit, parfois c'est une grosse blessure et qui vient rappeler du traumatisme. C'est de se voir enfermé quand on l'a été quand on était jeune, de se voir un peu déshumanisé, parce que malgré tous les efforts qu'on fait dans une institution, les institutions sont déshumanisantes, elles sont un petit peu objectivantes. Moi, j'ai vécu une hospitalisation plus de 6 mois. Je peux vous dire que c'est des choses parfois on a même, malgré la bonne volonté des gens, parfois on a des comportements qui ne sont pas tout à fait humanisants et puis qui sont finalement parfois source de grande déstabilisation pour les personnes. Et puis bien sûr qu'il y a la question de la détérioration mentale. Bien sûr, alors je le dis comme ça, mais parfois on ne va pas assez loin dans les analyses. La première démence qui donne des troubles sexuels et des comportements sexuels, c'est d'abord la démence vasculaire. C'est 10 fois plus les démences vasculaires que les démences d'Alzheimer. Elles sont pénibles, ces démences-là. Vous le savez mieux que moi, parce qu'en plus, les gens, on ne voit pas forcément qu'ils sont très très atteints. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les CRIAVS, de nos interventions? Puis après, j'arrête, parce qu'après, je vais me faire gronder. Elles sont devenues assez fréquentes en fait, puisqu'on est interpellé de 1 à 3 fois par mois en ce moment. Et alors il y a des choses qui seraient entre guillemets par téléphone, d'autres pour lesquelles les gens viennent nous voir au CRIAVS. Nous on se déplace aussi au sein des structures. Et là on a des activités qui vont être variées selon finalement la demande, mais aussi la possibilité et l'investissement que les structures parfois veulent bien faire pour ces situations-là. Parfois ça va être juste une aide à la réflexion concernant la prescription d'un traitement inhibiteur de la libido. Être très clair, j'ai des gens qui m'appellent et me disent comment on fait pour mettre de l'androcure en place ou comment on fait pour castrer quelqu'un. Alors j'essaie de déplacer les choses, on va pas. Et puis parfois il n'y a juste rien. D'autres, il n'y aura que ça. Donc j'essaie de. On a déjà commencé, on veut le faire, on fait comme ça. Voilà, je donne ça. Et puis parfois on se déplace pour des analyses de cas, pour des participations à des synthèses. Moi, ce que je considère souvent, je suis assez étonné par le manque d'historicité partagé dans l'équipe par rapport aux histoires des personnes en fait, et que alors tout à l'heure c'était Cécile Anon qui disait finalement de reconstruire, donner du sens aux choses, finalement ça nous aide à travailler, redonner du sens à l'histoire de la personne, à retravailler, ça aide aussi, et parfois nous en étant juste un tiers qui arrivons là, comme l'occasion de reprendre toute l'histoire de la personne, ça aide un petit peu aussi. Alors ça retire pas tout, mais ça aide pas mal. Parfois on fait aussi des évaluations cliniques, alors ça c'est plutôt moi qui m'y colle, des évaluations cliniques, parce que parler de sexualité, c'est pas toujours facile pour les soignants.
Ça, c'est quelque chose que nous, on fait assez facilement dans les CRIAVS. Donc, on vient faire des évaluations aussi de ce côté-là, des évaluations sexologiques qui peuvent être parfois utiles. Un soutien auprès des équipes avec un travail sur leur représentation. Alors, on parlait tout à l'heure d'acculturation des équipes aussi, Cécilia nous parlait de ça. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est que la représentation de la sexualité pour les équipes? Qu'est-ce que c'est aussi que la représentation de certaines situations aiguës? Parfois, on se rend compte que c'est compliqué. Puis, en reprenant les histoires, parfois, on se rend compte que il y avait peut-être un cadre qu'on n'avait pas bien contenu, on n'avait pas été très contenant. Et comment on peut aujourd'hui contenir quelqu'un dans ses comportements, et puis d'un coup réassurer les professionnels dans leurs compétences et leur renforcement dans leur positionnement. Je ne vais pas donner d'exemple parce que sinon je vais me faire taper dessus. Il est très grand, lui, plus que moi. Donc j'arrête là. Merci beaucoup, Elter, effectivement. Merci. Et ce qui nous laisse le temps de pouvoir prendre des questions et des avis, surtout aussi, pour savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous auriez fait face aux situations rencontrées. Oui, merci. Je m'occupe de santé mentale aujourd'hui, mais il fut un temps où j'étais président d'une structure qui gérait un EHPAD et j'ai été confronté à la situation d'Henri et sa petite copine. On a fait un gros travail justement pour savoir ce qu'il fallait faire. Enfin, c'était une belle romance, c'était super. Enfin, tout le monde était content, c'était très encadré par les équipes, c'était très mignon, jusqu'au jour où la famille a porté plainte au procureur de la République pour agression sexuelle sur personnes vulnérables, considérant que Henri utilisait les petits moments d'absence ou de confusion de la dame pour pratiquer des attouchements ou aller plus loin. Voilà. Et ça a été un très mauvais moment, ça a duré longtemps, ça a fini par être classé sans suite, mais je ne dirais pas que c'est un bon souvenir et ça renvoie un peu à la table ronde de ce matin sur la responsabilité juridique et pénale. Et donc c'est des situations qui sont très compliquées et il faut à mon avis faire très attention que les familles soient vraiment des parties prenantes dans cette affaire. Et très souvent, ils ont des visions extrêmement radicales et parfois choquantes. Ils ne considèrent pas que les EHPAD sont des lieux de vie, mais des lieux où simplement leurs parents sont mis en sécurité. Voilà. Et donc c'est très compliqué, mais il vaut mieux se prémunir quand même. Et c'est dommage parce qu'il y a des situations où effectivement les EHPAD sont des lieux de vie et cette question-là doit être prise en compte, mais voilà, il faut prendre en compte toutes les parties prenantes et les familles, faites très attention en sont. Ouais, ça y est. La place des proches, c'est un sujet à l'hôpital et en EHPAD. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet où aujourd'hui chacun veut décider pour lui-même et quand les personnes ne sont plus capables de décider pour elles-mêmes, c'est les proches qui prennent le dessus. Et donc on a de plus en plus de ces histoires en EHPAD, mais aussi en réanimation, avec les référés liberté, etc. Mais je ne suis pas sûr que pour la vie affective et sexuelle, il faut que les proches aient tant cette place privilégiée. Parce qu'on a trop, je pense, on leur laisse trop de place en EHPAD. Et moi, je suis toujours un peu surpris que finalement, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est les proches qui décident si la personne va être hospitalisée ou non, si on va lui faire des examens ou pas, etc. Je pense qu'elles ont leur mot à dire, évidemment, parce que si quelqu'un arrive en EHPAD alors qu'il n'aurait jamais voulu y être, qu'on décide de moins la médicaliser pour pas que ça dure trop longtemps, j'ai aucun souci. Mais ça se discute, ça se décide, on a des raisons pour ça. Et donc, la première chose, c'est que la place des proches, je ne suis pas sûr que dans la vie affective et sexuelle, elles aient besoin d'avoir autant de place que dans les autres décisions médicales en EHPAD. Et du coup, même si on a un procès à un moment donné, je pense que ce qui compte, c'est de pouvoir aller devant le juge, de dire voilà comment on a réfléchi, voilà comment on a décidé, et voilà pourquoi on n'a pas prévenu éventuellement l'épouse ou la fille, etc. Après, c'est sûr que c'est jamais sympathique d'avoir un procès, hein, mais plus on sera au clair, et plus à mon avis, c'est aussi une réponse à la judiciarisation, quoi. C'est pas uniquement laissons les proches décider. Moi, je voulais juste savoir si vous aviez dans la littérature ou dans votre documentation prévalence du public sans abri dans les viols contre les personnes
public? Est-ce qu'il y a de documentation là-dessus? Parce qu'en fait, je vois depuis tout à l'heure beaucoup de références à ça, donc je me demande s'il y a des études là-dessus, quoi. En fait, il n'y a vraiment pas grand-chose sur la question des violences sexuelles en EHPAD dans les documents. D'abord parce que comme dans beaucoup d'institutions, les EHPAD, elles essaient de faire taire les choses au sein d'elles-mêmes, ce qui n'est pas toujours une bonne idée en fait. Moi, j'ai toujours le premier à penser que c'est pas, par exemple en psychiatrie, un psychiatre de dire si la personne est responsable ou pas de ses actes, ou de l'enfermer ou de la punir en chambre d'isolement, parce que c'est pratique qu'on voit. Quand quelqu'un a fait des conneries, c'est peut-être à interpeller la justice et qu'il y a un expert externe qui vienne dire si responsable, pas responsable, etc. etc. Après, j'allais dire, la question de la justice et tout ça, c'est bien, mais vous savez qu'après, en prison, les gens, ils sortent, en fait. Et que de toute façon, la personne qui avait 60 ans tout à l'heure, quand elle sortira de prison, elle aura plus de 60 ans, elle aura certainement pas retrouvé un équilibre social et professionnel et familial qui lui permettra autre chose que de sortir en EHPAD, et qu'il va bien falloir l'accompagner. Alors, d'un coup, je pense qu'il y a ce qui appartient à la justice d'un côté, et je pense que d'ailleurs, il faut l'interpeller. Puis de l'autre côté, il y a ce qu'il faut qu'on mette en place parfois pour contenir ces mouvements-là, peut-être en aval, en amont, amont. J'ai toujours du mal avec ça. En amont, de réfléchir comment on accueille des gens, comment on accueille des fragilités. Mais au fond, moi, je trouve que souvent, c'est vachement étonnant que ça se passe aussi bien, en fait, quand on y regarde. Parce que la majorité des personnes autrices de violences sexuelles, elles ont pas un truc sur le front. Elles sont à peu près classiquement normales. Et elles ressemblent à monsieur tout le monde, quoi, comme les gens de Mazan et tout ça. Non, j'arrête. Elles ressemblent un peu à tout le monde. Et au fond, oui, il y a beaucoup de gens qui pourraient faire n'importe quoi. Et tant mieux, quand ça veut dire que les gens sont vachement bien éduqués et que sont vachement bien contenus habituellement. De temps en temps, ils le sont moins bien. Voilà. Et je pense qu'il vaut mieux réfléchir à bien comment on accueille les gens, comment on met en place les choses, comment on reprend l'histoire des gens, comment on insère tout ça, et en particulier pour les gens fracassés qui sont à la rue. Probablement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui atteignent, qui sont violents sexuellement envers les autres, quand ils ont eux-mêmes vécu des traumatismes multiples. Et comme par hasard, c'est des populations qu'on a dans la rue. Alors, si je peux répondre, je réponds un peu de façon indirecte. Mais voilà. Je peux dire un tout petit mot, c'est que je pense que ce n'est pas du tout aussi rare que vous le dites. Et qu'il y a beaucoup d'EHPAD où ça se passe, et personne ne parle de ça. Et moi, ce qui me choque, c'est ça pourrait être ma grand-mère qui soit là, et on la laisse violer comme ça. Enfin, je sais pas. Je trouve ça hallucinant qu'on n'ait pas pu anticiper ça. Voilà. Et je me sens coupable. Pour autant, c'est pas les autres sont coupables. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble comment on pourrait éviter ça. Alors, non, mais souvent, ceux qui violent, c'est souvent des gens issus de la précarité, qui étaient SDF, alcooliques. Toute leur famille était partie à cause de ça. Enfin, voilà. À chaque fois, c'était ça. Mais peut-être parce que j'ai... Oui. C'est pas une recherche française, ni internationale, ni... Oui. S'il y a un truc qui est sûr, c'est que les violences sexuelles sont vachement mieux partagées que l'argent dans la société, quand même. Oui, et effectivement, il y a peu de recherche, peu de littérature, en tout cas sur le sujet d'un point de vue épidémiologique. Mais je rejoins Walter sur ce qu'il disait. Effectivement, les déterminants de la violence sexuelle, on les connaît un peu, en tout cas à l'international. On a des facteurs de risque. Et effectivement, la précarité fait partie des facteurs de risque, l'isolement social, tous ces éléments. Donc, bien sûr, on peut imaginer qu'il y ait, que ce soit un trouble du comportement ou en tout cas un risque lors de l'institutionnalisation qui est plus présent, en tout cas. Surtout quand on voit comment l'institutionnalisation est pensée en France pour les personnes âgées, les EHPAD. Donc, la dimension systémique, finalement, des EHPAD à la française, qu'on peut retrouver, qui est un terreau favorisant, en fait. Il me semble. Je crois qu'il y avait une dernière question à prendre peut-être de Nicolas Foa, et puis après, vraiment, sinon on va se faire taper dessus. Je ne sais pas si on a le temps, mais la dame qui se prostituait, est-ce qu'elle en disait quelque chose? Elle avait des troubles cognitifs? Elle le revendiquait, cette volonté de se prostituer? Alors oui, moi j'ai pas mal discuté avec elle en lui disant, mais enfin, on peut se cotiser tous et vous donner un peu d'argent. Ce qu'elle disait, c'est pour fumer, d'accord? Mais en fait, non. Quand on discute avec elle, elle a fait ça toute sa vie. Elle avait envie de continuer son activité et
elle a continué comme ça. C'est un peu une rémanence de son état d'avant. Voilà. Et elle ne voulait pas prendre sa retraite. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la faire changer d'avis. Elle ne voulait pas. Donc, voilà. Un échec. Merci beaucoup. On passe le relais au suivant.